mercredi 14 janvier, c'est jour de match Maroc-Nigeria. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Média TV pour Cannes+, votre quotidienne consacrée à cette belle Cannes 2025. À mes côtés pour la présenter, Noura Bazil, bonjour. Bonjour Anas et bonjour à nos téléspectateurs. Merci de nous retrouver encore une fois pour une nouvelle édition de Cannes+. Aujourd'hui, on l'a bien vu, vous l'avez bien dit Anas, 2 matchs à l'affiche, des demi-finales palpitantes sont attendues aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Ilian Berradi, vous êtes fondateur de TFT Morocco. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis aussi très content d'être là parmi vous aujourd'hui pour ce bel avant-match. Oui, en effet, cofondateur de TFT Morocco, le média de la diaspora marocaine sur les réseaux sociaux. On en parlera dans un instant. Également à côté de vous, Julien Met, vous êtes entraîneur et également ex-sélectionneur de Djibouti. Merci d'être présent sur le plateau de Cannes+. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et avec nous en duplex depuis la capitale Rabat, à quelques heures du match qui attend les Lions de l'Atlas face aux Super Eagles. Ce duplex qu'on aura avec Houda Abid, notre envoyé spécial du côté de Rabat. Bonjour Houda. Quelle est déjà l'ambiance autour du stade? On voit un peu de soleil, donc déjà on a une petite bonne nouvelle concernant la météo, mais comment est-ce que vous décrirez toute cette ambiance autour du stade Prince Moulay Abdallah à quelques heures du coup d'envoi? Oui Anas, à quelques heures du coup d'envoi entre le Maroc et le Nigeria, on sent que c'est un jour à part. Dès maintenant, les abords du stade sont très animés, avec une organisation bien en place et une sécurité visible mais fluide. Les supporters arrivent progressivement, beaucoup en famille, et on ressent cette confiance chez le public marocain avant ce grand rendez-vous. Alors Houda, comment est-ce que le Maroc va faire la différence face au Nigeria ce soir ? Certes, Nouha, le Nigeria a de l'expérience et de la puissance, mais le Maroc dispose d'arguments solides. D'abord, une défense solide et une vraie... Pardon pour la gêne occasionnée. Donc on disait que le Maroc dispose d'éléments clés, d'une confiance solide, d'une défense solide et une capacité à gérer la pression. Dans ce type de match, tout peut se jouer sur les détails, mais la présence du public sera un atout pour les joueurs ce soir. J'imagine, Houda, vous êtes autant stressé que nous pour cette rencontre. Sont souvent efficaces quand il faut. Vous êtes tout autant stressé que nous, on l'imagine, Houda, pour ce match qui attend les Lions de l'Atlas aux Super Eagles. On en parlera tout au long de cette édition de Cannes+. Mais avant ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, on passe au flash de la Cannes. Choisi pour arbitrer la demi-finale Sénégal-Égypte, Pierre Atcho ne rappelle pas de bons souvenirs aux Sénégalais malheureusement. Lors de l'édition précédente de la Cannes, il y a 2 ans, Pierre Atcho avait contrarié les Lions, version Aliou Cissé, pour ne pas avoir accordé ce qui aurait dû être, selon eux, un penalty après une faute commise sur Ismaïla Sarr dans la surface. Au cours de cette Cannes 2025, sa prestation a fait jaser en quart de finale. À pointer à la VAR du match Algérie-Nigeria, Pierre Atcho a pris la décision de ne pas rappeler l'arbitre sénégalais Issa Sy pour visionner les images d'une main dans la surface de Semi Ajaï. Et puis Daniel Niaye a été désigné pour arbitrer la demi-finale qui opposera le Maroc au Nigeria ce mercredi 14 janvier à partir de 21h au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. L'arbitre ghanéen sera assisté par le Sud-Africain Zakele Tutsi Granville, Siwela et le Losotan Souru Fatsoan, tandis que le Rwandais Samuel Uwikunda officiera en tant que 4e arbitre. Le Sud-Africain Bongil Tom, lui, sera à la VAR, assisté par le Tunisien Heitem Guerrat et le Kenyan Stéphane Onyango Yembe. A noter que l'arbitre ghanéen avait arbitré la rencontre Algérie-Burkina Faso lors de la phase de groupe de la compétition. Et alors que la Cannes 2025 entre dans son dernier carré, la CAF se projette déjà vers la prochaine édition prévue en 2027 et co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Le tirage au sort du premier tour des éliminatoires a été effectué ce mardi à Rabat, lançant officiellement la route vers la Cannes 2027 pour les nations les moins bien classées du continent. Le tour préliminaire de la Cannes 2027 va mettre aux prises 12 équipes. Les 6 sélections les mieux classées affrontent les 6 moins bien classées avec des matchs aller-retour
retour programmé entre le 25 et le 31 mars. À l'issue de ces confrontations, 6 équipes poursuivront l'aventure en intégrant la phase de groupe des qualifications aux côtés du reste des sélections africaines. Et puis une finale avant l'heure, c'est ce que représente pour beaucoup d'observateurs cette demi-finale opposant le Maroc au Nigeria devant près de 70 000 supporters chauffés à blanc. La sélection de Walid Regragui se s'est attendue au tournant. Pour cette rencontre, les Lions de l'Atlas disposent d'un effectif au complet, sauf l'absence d'Azdin Ounahi, forfait suite à une blessure au mollet gauche. Sorti prématurément lors du match d'ouverture face aux Comores, le défenseur Romain Seyss est de retour à disposition du staff marocain. En face, Eric Schell va devoir composer avec l'absence de son capitaine Wilfred Ndidi, suspendu après avoir écopé de 2 cartons jaunes en 8e de finale face au Mozambique, puis en quart face à l'Algérie. C'est le joueur de Bruges, Raphaël Onyedika, qui devrait le remplacer au poste de sentinelle. Et puis voilà, c'était l'essentiel de ces informations, de ces demi-finales à l'affiche ce soir. Et tout de suite, pour en parler, le Focus. Le Maroc affronte le Nigeria, les Lions de l'Atlas face aux Super Eagles. Un match qui s'annonce difficile, disputé pour les 2 équipes. Alors Julien, un petit mot sur ce match tant attendu. Est-ce qu'on peut dire que c'est une finale avant l'heure, comme je le disais à l'instant ? Oui et non. C'est pas la finale avant l'heure, mais on peut, pour beaucoup de gens, se dire que c'est les 2 meilleures équipes. L'équipe qui reçoit, l'équipe haute, favori forcément. Et l'équipe qui a fait la plus grosse impression dans ce match face à l'Algérie, parce qu'elle a dégagé un sentiment de puissance. Et c'est la meilleure attaque aussi, le Nigeria, avec 14 buts marqués. Ils ont 7 buteurs différents, 7 passeurs différents, donc ça ressemble à une armada, 2 ballons d'or africains. Osimhen, qui est ce leader extraordinaire de cette équipe. Donc c'est vrai qu'ils font figure d'épouvantail. Et en face, le Maroc, comme je l'ai dit, favori. Donc c'est vrai que ça peut passer pour la finale avant l'heure, mais il ne faut pas oublier en face quand même le Sénégal et l'Égypte, qui est l'équipe historique des CAN. Donc c'est 2 demi-finales en tout cas qui sont passionnantes avec peut-être les 4 meilleures équipes du tournoi. Pour parler un peu de cette rencontre, Iliane, on attend cette sélection marocaine beaucoup mieux quand même. En tout cas, on l'a déjà vu face au Cameroun, qui a eu vraiment un palier de passé lors de cette rencontre. Est-ce qu'on peut s'imaginer avoir un Maroc encore au-dessus d'un cran dans cette rencontre face au Nigeria? Moi, je pense, et c'est pas audacieux que de le dire, on est face à une équipe du Nigeria qui est très costaud, comme l'a dit Julien, mais le Maroc a connu vraiment une entrée et une mise en puissance progressive au fur et à mesure des matchs. Je pense que si on prend le match face au Mali et qu'on fait une sorte de comparatif avec le match qu'on a connu face au Cameroun, c'est un peu le jour et la nuit, que ce soit en termes de tactique, que de technique et que de présence aussi mentale et psychologique. On a vu des joueurs qui étaient véritablement transcendés quand il s'agissait de contrecarrer les initiatives de Mbeumo ou de Baleba. Donc oui, je pense qu'on est véritablement face à une équipe du Maroc qui a conscience des enjeux, qui a conscience et qui a véritablement pris en main son destin et qui donnera tout ce soir face à cette formidable équipe du Nigeria qui, selon moi, techniquement et tactiquement, est la meilleure équipe d'un point de vue rationnel, mais qui affrontera une très belle équipe du Maroc qui, je pense, pourra causer beaucoup de tort à cette équipe des Super Eagles. Alors justement, on va voir la déclaration de Walid Regragui sur le fait que son équipe continue de monter crescendo dans ce tournoi. C'est vrai que la prestation contre le Cameroun, elle a rassuré beaucoup de gens sur le plan athlétique, on va dire, sur le plan de l'envie. Mais pour moi, on reste dans les mêmes conditions. Ça dépend aussi toujours de l'adversaire. Je l'ai toujours dit que chaque match avait sa vérité. Quand on joue contre le Cameroun, le degré de motivation sur un quart de finale, il est toujours au top et il t'oblige à monter aussi tes critères. C'est ce qui a fait que les gens ont peut-être été plus heureux du match du Cameroun parce qu'ils ont senti une équipe qui avait en face. On est depuis 2 ans sur ça, sur l'adversité. Quand on joue un adversaire qui est soi-disant moins bon que nous, à chaque fois, même si on gagne, les gens ont l'impression qu'on en a laissé un peu sous le pied, mais c'est pas vrai. En tout cas, oui, on est bien. Physiquement, on est bien. Mentalement, on est bien.
Et au meilleur des moments, on pourrait croire, mais on tombe aussi sur une équipe qui est très bien aussi, qui est montée en puissance, qui a digéré son élimination en Coupe du Monde, donc, et qui a envie de créer aussi la surprise ici. Donc ça a été un vrai match. Mais nous, on est bien, on est en train de confirmer tout ce qu'on fait depuis plusieurs années. Maintenant, pour vraiment le confirmer, il faudra être à la hauteur demain. Ce sera un autre match, un autre contexte, un autre style d'équipe aussi. Alors, depuis le début de la compétition, on a vu une équipe marocaine plus ou moins organisée, structurée. Julien, est-ce que vous pensez que le Maroc aujourd'hui est assez armé pour justement faire face à la verticalité du jeu nigérian un peu ? Alors, verticalité, oui, mais c'est quand même une grande équipe de possession, le Nigeria, contrairement à la dernière CAN où ils avaient un projet d'attente et plutôt de contrée. Là, ils sont dans un projet de possession avec Eric Schell qui faisait déjà ça au Mali, qui a apporté son 4-4 de losange, comme il faisait aussi avec le Mali, donc une grande maîtrise. Donc, ils sont à plus de 60% de possession, c'est plus que le Maroc sur l'ensemble de la compétition. Le match contre le Cameroun a fait baisser la moyenne du Maroc, puisque vous avez attendu le Cameroun. Surtout en seconde période. Avec 25% de possession pour le Maroc en deuxième période. Et c'est ce qu'il disait Regragui. On est revenu un peu sur des bases Coupe du Monde, quoi, hein, parce que c'est vrai que Eric Schell l'a dit, le Maroc face à des blocs bas qui doit faire le jeu possession haute et tout, ça vous a pas trop réussi. C'est des matchs avec un but, crispant. Peu d'occasions, peu de XG pour ceux qui connaissent. Expected goals, ça, voilà, les buts attendus. Dans le jeu, en dehors des coups de pied arrêtés, moi je regarde beaucoup ça. Et le Nigeria, par contre, ils sont très forts sur les possessions hautes, ils ont beaucoup d'occasions. Donc pour revenir un petit peu à ce que vous disiez, le Maroc, ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont fait les 4 premiers matchs avec une possession haute et ils ont complètement chamboulé par rapport au Cameroun, où là ils les ont attendus en exerçant un pressing sur Baleba pour empêcher ces relations verticales comme vous disiez dans l'axe. Et ça va être intéressant de voir s'ils sont capables de reproduire face au Nigeria, parce que c'est exactement ce qu'il faut bloquer, c'est l'axe du Nigeria, avec la relation Bassé, le défenseur central, pour Iwobi, qui ensuite trouve Lookman ou Osimhen. Voilà. Et donc le Maroc a réussi à bloquer cet axe central qui était la force principale du Cameroun. S'ils arrivent à le refaire face au Nigeria, ça sera la clé défensive. Mais je pense quand même, pour finir, qu'il faudra développer du jeu, avoir la balle et faire courir les Nigérians. Parce que si vous leur laissez la balle, ça va être compliqué de mon point de vue. Et justement, cette montée en puissance qu'on a vue dans le jeu, parce qu'on avait un Maroc beaucoup plus joueur au fil des matchs, s'explique aussi peut-être par un retour d'Achraf Hakimi dans l'équipe. On a senti déjà une équipe un peu plus souriante lorsqu'il a fait sa première entrée lors de la phase de groupe. Ensuite, il a enchaîné les rencontres, il avait un peu moins peur de se blesser, il allait un peu plus au contact. Est-ce que ce retour d'Achraf Hakimi joue non seulement sur le plan sportif, ça on est d'accord, mais est-ce que ça joue aussi sur le plan mental, que les joueurs puissent voir un retour de leur capitaine à 100%, on l'espère, de ses formes? Oui, fondamentalement, et c'est ce que tu as très bien dit. Achraf Hakimi, déjà sa présence dans le groupe impose le respect d'abord et l'expérience aussi. L'entrée qu'il a fait en cours de jeu contre la Zambie pendant les 30 dernières minutes a beaucoup rassuré l'effectif. Le match contre le Cameroun lui a permis contre la Tanzanie d'abord et puis ensuite contre le Cameroun lui a permis de reprendre un peu de l'activité, de reprendre un peu des courses à haute intensité, de ne plus avoir forcément peur des duels comme on l'a vu pendant les 30 premières minutes pendant les 30 dernières minutes contre la Zambie. Donc évidemment, au-delà de ce qu'il incarne en termes de technicité, en termes d'esprit tactique, Achraf Hakimi, c'est aussi et surtout ce représentant de l'équipe nationale qui met en exergue et qui met en avant cette grinta marocaine. On le sent déterminé à chacune de ses courses. On sait que c'est un joueur qui a une énorme palette aussi bien technique que physique, qui peut répéter les efforts de la première à la dernière minute. Donc oui, je pense que fondamentalement, sa présence sera d'une énorme importance dans cette rencontre. Après, évidemment, il y a une équipe en face qui est un jeu offensif, agressif. On a parlé du trio offensif avec Ademola Lookman, Akor Adams. Mais il y a aussi les latéraux qui montent beaucoup et qui peuvent causer beaucoup de tort sur le côté d'Achraf Hakimi ou sur le côté de Noussair Mazraoui. Mais encore une fois, je pars du principe que les 28 joueurs sont présents, du moins les 27 avec l'absence d'Ounahi. Ça nous permet d'avoir quand même une profondeur, que ce soit parmi les 11 titulaires et parmi aussi les joueurs du banc, sur le banc des remplaçants, qui peuvent apporter aussi certaines solutions. Je pense à Anas El Haddine qui a fait un excellent début de compétition. Je pense aussi à Mohamed Chibi qui peuvent aussi venir
apporter de la qualité, que ce soit défensive ou offensive. Donc je pense que selon moi, les radars sont au vert pour entamer cette rencontre qui est un peu une finale avant l'heure, comme on l'a dit. On va parler justement d'Achraf Hakimi et c'est Walid Regragui qui en a parlé en conférence de presse tout à l'heure. Je vous laisse écouter un extrait justement sur son rôle que tant sur le plan sportif dans la tactique du sélectionneur national que dans le groupe Maroc. Un extrait. Alors Achraf, comme je l'ai dit, monte en puissance. Alors bien sûr et naturellement, c'était impossible qu'il soit à 100% sur sa première demi-heure contre la Zambie, je crois. Après, il a fait 90 minutes contre la Tanzanie où voilà, il fallait qu'il passe la barrière psychologique de la blessure, des courses aussi. Et là, contre le Cameroun, il a fait un match solide, beaucoup plus défensif qu'il a d'habitude de donner, ce qui est normal dans ce genre de compétition et par rapport à l'opposition. Et il monte en puissance. Il a été grippé un peu avant le match contre le Cameroun. On avait un peu une crainte parce que tu as toujours des risques de blessures musculaires quand tu reviens d'une grippe, mais malgré ça, il a tenu 90 minutes, ça montre un peu le joueur qu'il est. Et mentalement, c'est quelqu'un, voilà, quand tu es coach, quand tu as un joueur comme Achraf, tu es bien sûr content, mais tu surtout, apprends beaucoup parce que tu te rends compte qu'est-ce qu'un joueur de ce niveau-là. Et je pense que demain, il va faire un match qui va être énorme sur le plan athlétique et même sur le plan... on va dire technique, il monte en puissance. Là, il se sent bien. On a passé le stade de montée en puissance et il va emmener cette équipe. Il a un rêve, on a un rêve et lui, c'est le porteur de notre rêve. Depuis 2 ans, on a beaucoup échangé et il est en mission. Donc voilà, sa mission, elle a commencé depuis sa blessure et on espère qu'elle ne va pas se terminer demain. Alors on a vu durant cette CAN que l'arbitrage a fait polémique à de nombreuses reprises, durant le match Maroc-Tanzanie, Algérie-Nigeria. Vous allez citer toutes les rencontres, parce que les polémiques, tout le monde en a C'est ce qui créé. a fait le plus le buzz sur les réseaux sociaux. Et justement, la personne la plus qualifiée pour en parler, c'est Iliane, qui a vraiment une exposition impressionnante sur les réseaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu, Iliane, de ces polémiques ? C'est évident. Enfin, on a eu beaucoup de réactions, pas mal de sarcasme, d'humour sur les réseaux sociaux pour essayer de mettre en avant le fait que quelques arbitres étaient achetés, quelques problématiques liées à des corruptions potentielles étaient présentes. Le coach Walid Regragui, je pense, l'a parfaitement dit en conférence de presse. Quand il y a un match, il s'agirait de parler des 11 joueurs sur le terrain, de parler de technique, parler tactique. Ne jamais se cacher derrière des erreurs d'arbitrage potentielles ou supposées. Évidemment, dans tous les matchs de l'histoire, on aura des erreurs d'arbitrage, des manquements et des choses comme ça ici et là. Après, il y a un classement qui est sorti dernièrement où on voit que les pays qui étaient le plus lésés en termes d'arbitrage étaient le Mali, le Maroc ou autre. Donc ça montre que cette problématique de l'arbitrage n'en est pas une dans le fond. Mais voilà, je pense que le gros de cette rencontre sera basé sur l'aspect technique, l'aspect tactique. Évidemment, ensuite, l'arbitrage, c'est aussi une composante qui est importante. Mais à partir du moment où tous les ingrédients techniques et tactiques sont présents pour la rencontre, l'arbitrage, selon moi, n'est qu'une circonstance atténuante de tout le reste de la rencontre. Vous faites bien de le dire parce que Walid Regragui lui-même a dit qu'en fait l'arbitrage c'est un problème qui est répandu à travers tous les championnats, toutes les compétitions internationales. Je vous propose de le regarder. On a un bon continent, on travaille bien, il y a toujours une mauvaise image concernant cela. On veut faire croire que voilà, qu'il y a des matchs qui se gagnent forcément de cette manière et il ne faut pas se mentir, il ne faut pas avoir de langue de bois. Ça a toujours été le cas concernant le continent africain, d'avoir des doutes ou d'avoir des polémiques. La réalité, elle est que justement, vous les journalistes, vous devez faire votre travail. Un pénalty est sifflé d'une manière dans un match, il n'est pas sifflé d'une autre manière dans un match, une main est sifflée et pas sifflée. Moi, je regarde tous les matchs, puisqu'on a beaucoup de joueurs aussi qui jouent en Europe, c'est les mêmes polémiques partout, que ce soit en Afrique ou en Europe. Juste, on veut un peu agrandir cela sur notre continent. Moi, je serai toujours un défenseur du continent africain et je partirai toujours avec l'idée que tout le monde essaye de faire de son bien. Comme tu l'as dit, on a été lésés nous aussi depuis le début de la compétition.
C'est-à-dire, par exemple, le pénalty contre la Tanzanie, où tout le monde a essayé de faire croire qu'il y a un pénalty parce qu'il y a un joueur qui fait 20 kilos, il y en a un autre qui fait 120 kilos en Angleterre, jamais ça siffle. Mais quand Bilal Akhanous, il est poussé dans la surface contre le Mali, il n'y a personne qui dit qu'il y a pénalty. Le pénalty sur Abdé, le dernier match contre le Cameroun, où un joueur dans la surface lui met le pied sur la cheville, si le VAR revient, il y a pénalty. Le gardien qui sort sur Sebari, qui lui met les 2 points dans la tête, c'est pénalty. Mais comme par hasard, comme le Maroc est pays organisateur, mais bon, après, j'ai l'habitude, depuis la Coupe du Monde, on essaie de nous dévaloriser beaucoup de fois sur ce qu'on est en train de fournir. Et à chaque fois, il peut être témoin, je parle à mes joueurs à chaque fois du terrain. Nous, la seule manière dont on peut parler, c'est sur le terrain, c'est gagner nos matchs. Et jamais vous m'avez entendu après un match, même quand on s'est fait éliminer en Côte d'Ivoire, parler de l'arbitrage. On assume, on avance et on retravaille. C'est l'objectif. C'est, comme j'ai dit, voilà, il faut aider l'arbitrage, il faut aider les joueurs, il faut arrêter d'avoir toujours cette sensation d'être lésé. À un moment donné, comme j'ai dit, quand on bat le Cameroun, qu'il n'y a qu'un tir, il n'y a même pas un tir cadré dans le match, voilà, il faut à un moment donné revenir sur le principe que voilà, il y a une équipe qui a mérité de gagner, c'est tout. Et si c'était notre cas, je dirais à mes joueurs, on ne parlait pas, on se concentre sur le terrain et on espère que l'arbitrage sera à la hauteur demain pour les 2 équipes comme elle a été depuis le début de la compétition. Face au Maroc, il y aura cette équipe du Nigeria que tout le monde craint. On a parlé, la force offensive, voilà, une équipe qui a la possession. Est-ce qu'il y a quand même quelques faiblesses dans cette équipe du Nigeria dont le Maroc pourrait profiter? Ouais, je voulais faire un petit détour avant de parler de ça, juste par rapport au sujet Hakimi. Ce que je trouve très intéressant, c'est la gestion d'Hakimi par le staff. Il y a beaucoup de pertinence et de professionnalisme parce qu'on aurait pu ne pas le prendre. Par exemple, la question s'est posée avec l'Algérie pour Amine Gouiri, qui aurait soulagé en attaque, qui n'a pas été finalement, pris. il a joué hier soir en Coupe de France. Exactement. Donc il aurait pu, comme l'histoire Benzema avec l'équipe de France, il aurait pu passer être avec les Docs pendant les 3 premiers matchs, puis intégrer la compétition en 8e ou en quart. Là, il y a eu une très bonne gestion et on voit qu'il y a eu aussi une polémique avec l'équipe de France avec Dembélé. Donc même club que Hakimi. Donc ça prouve, là, on parle toujours des coachs, des joueurs, mais qu'il y a un staff qui bosse bien. Et ça, je voulais en parler parce que ça prouve quand même la modernité et la compétence du staff. Donc sur le Nigeria, les faiblesses, pour moi, ce que je pense, mes convictions, c'est qu'il faut les priver de ballon, essayer un peu de les faire tourner, comme on dit vulgairement, et jouer un football d'évitement, de passe au sol, parce que si vous allez trop dans le domaine aérien, vous ne gagnerez pas les duels. Et puis, comme je disais tout à l'heure quand on en parlait, il y a des joueurs, il ne sera pas là, mais des joueurs type Unai, donc mobile, capable de sortir du duel, faire ses demandes en décrochant, interligne, et puis vite lâcher le ballon, parce que si vous commencez à hésiter, ils vont arriver rapidement sur vous, vu la puissance et le volume de jeu qu'ils ont. Donc je pense, à l'image de l'action polémique de l'Algérie, où il y a cette soi-disant main, où on ne sait pas si c'est péno ou pas, bon, je ne rentre pas là-dedans, mais l'action, dès le départ, elle part du gardien, et en fait, ils ont remonté tout le terrain au sol en lâchant très vite le ballon, et on voit bien que les Nigérians, ils sont perdus, en fait, parce qu'ils sont évidemment très costauds, puissants, mais du coup, le contre-coup, c'est qu'il y a du retard pour changer de direction. Okay, donc ça, je pense que c'est dans les capacités du Maroc de faire un football de passe au sol, mobile, et après de les prendre un petit peu de vitesse. Voilà. Je pense aussi qu'un garçon comme El Kaabi, avec son profil un peu Olivier Giroud, la vraie neuf, et on sait qu'il est tellement dangereux dans la surface qu'il va focaliser la défense centrale et que ça risque, même c'est sûr, ça va créer de l'espace pour les ailiers, notamment Brahim Diaz, dont on ne parle pas assez, mais pour moi qui est le meilleur joueur de la compète et qui vous a débloqué 4 fois sur 5, il a ouvert 4 fois le score, c'est pas anodin. Donc c'est un joueur, un role player comme on dit, qui peut avoir la destinée du match au bout de ses pieds. C'est vrai qu'on a 2 équipes qui sont assez offensives, mais ce qui est remarquable dans cette sélection du Maroc, c'est aussi la solidité défensive. Un seul but pris dans cette compétition, en plus de ça, sur penalty, signé Lassine Sinayoko lors du match face au Mali. Comment va en tout cas gérer le trio offensif composé d'Osimhen, Lookman et Akor Adams dans ce match? Eh bien, c'est le sélectionneur Eric Schell qui en parle en conférence de presse. Un entraîneur, il fait des choix. Donc après, c'est l'équipe qui valide ses choix ou pas. Moi, j'ai la chance d'avoir des très grands joueurs. Quand on a 2 ballons d'or dans son équipe, c'est plus facile. Maintenant, c'est vrai qu'il fallait trouver les joueurs qui soient capables de vite s'intégrer. Déjà, en première chose, c'est de vouloir vite jouer, entre guillemets, pour eux.
et ensuite de vite s'intégrer dans la manière dont il joue. Donc non, ça a été un choix. Si on parle d'accord Adams, ça fait un moment que je le suis moi, parce que quand il était à Montpellier, j'habite à 1h30 de Montpellier, donc puis j'avais 2 joueurs à observer dans cette équipe, donc j'ai pu l'observer. J'ai essayé on a regardé des matchs par rapport aux différents profils, puis encore une fois, aujourd'hui, on a cette chance qu'Accor rentre dans ce triangle, on va dire. Mais le plus important, c'est encore l'équipe. C'est encore l'équipe, puisque sans les milieux de terrain, ces attaquants ne pourraient pas s'exprimer. Sans la défense, ces milieux de terrain ne pourraient pas s'exprimer. Donc aujourd'hui, c'est un tout. Et qui fait qu'aujourd'hui, on est efficace dans les 2 surfaces de réparation. Par les journalistes, quand ils s'adressent à Eric Chelle, ils mentionnent tout le temps le côté offensif de cette équipe nigériale, Lookman, Osimhen et Adams. Mais pour vous, Iliane, sur quel point un peu les Marocains doivent aussi se concentrer et quelle erreur à éviter justement face à une équipe aussi puissante que celle du Nigeria? Oui, vous l'avez dit, on a beaucoup vanté les mérites, et à juste titre, de l'armada offensive des Super Eagles. Mais à mon sens, un point qui est beaucoup plus important que le précédent, c'est les transitions qui sont souvent effectuées entre le milieu de terrain et l'armada offensive Lookman, Osimhen et Adams. On a vu pendant le match de l'Algérie que c'était criant à quel point, et sur le deuxième but, je crois que c'est exactement ce cas de figure qui nous est présenté, une récupération haute, sur une pression formulée par toute l'équipe, et directement, en 2-3 passes, il se retrouve dans la zone de vérité et il termine avec un aspect un peu chirurgical face au but. Donc, selon moi, un point qui ne doit pas être omis, et vraiment pas, c'est les transitions qui sont souvent effectuées entre le milieu de terrain. On connaît le milieu de terrain de qualité du Nigeria, avec notamment quelqu'un comme Iwobi, qui peut causer beaucoup de tort de par sa prestance technique et de par son bagage athlétique et physique aussi. Donc pour moi, ça va véritablement être une bataille de milieu de terrain. Je suis plutôt rassuré de la conférence de presse de Regragui, où il a mentionné le fait que Amrabat était opérationnel à quasiment 100%, voire 100%. Donc à voir si les choix du coach me donnent un peu raison en mettant Amrabat pour couper les lignes de passe en point de basse avec El Ainaoui et Saibari. Ça peut être quelque chose d'intéressant, mais pour ma part, la véritable bataille sera au milieu de terrain et sera d'essayer de faire une stratégie d'évitement en essayant de couper les lignes de passe au maximum. Pour finir cette première partie, j'ai une question pour vous, Julien, parce qu'on a fait un constat tout à l'heure, et en tout cas c'est passé pas mal sur les réseaux sociaux, comme quoi ces demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, on avait 4 entraîneurs africains. Eric Chelle, le franco-malien, entraîneur du Nigeria, Walid Regragui au Maroc, Pape Thiaw du côté du Sénégal, et également Hossam Hassan du côté de l'Égypte. Je sais que vous avez entraîné le Djibouti pendant 3 ans, ce n'est pas une question contre vous, mais est-ce qu'on ne serait pas sur la fin des sorciers blancs un peu sur le continent africain, en tout cas dans le football africain ? Après, c'est une tendance qui ne date pas de cette CAN. Ça fait déjà 3 CAN qu'on le voit. C'est pas personnellement pour me déplaire, je ne me sens pas visé, c'est pas un problème. Je pense que de toute façon, quand il y a les compétences chez toi, il vaut mieux prendre un local. En plus, par rapport à une équipe nationale, ça a une autre portée aussi. C'est toujours mieux pour la symbolique et pour tout ce qui est patriotisme et tout ça, qui ne sont pas des 20 mots. Mais s'il n'y a pas les compétences chez toi, il ne faut pas forcer, parce que c'est aussi ça le modèle, c'est que en fait, sur les derniers CAN, alors je vais peut-être dire Cocorico, parce que c'est aussi des Franco, mais Aliou Cissé, Belmadi, Regragui aussi. Regragui, voilà. Emers Faé aussi, juste avant. Emers Faé, donc des garçons qui ont eu leur formation soit joueurs, soit entraîneurs en France, et qui reviennent vers leur pays d'origine, donc ils sont binationaux, on va dire. Mais cette tendance-là, jeunes entraîneurs issus du pays, certains pays ont voulu le copier en disant tiens, c'est ça la clé. Or, il ne faut pas forcer. Donc voilà, je ne vais pas citer de pays, mais il y a des pays qui ont un petit peu forcé. Bon, c'est toujours pareil, il y a des modes dans le football, il y a la mode des coachs espagnols, mais tous ne sont pas des Guardiola. Il y a la mode des coachs portugais, mais tous ne sont pas des Mourinho. Donc voilà, il faut avoir un choix cohérent, pertinent par rapport aux forces qu'on a dans son effectif. Si Regragui correspond tout à fait, c'était une super idée. Et puis, dans le passé, vous avez peut-être eu des mauvais choix de sélectionneurs, peut-être aussi dans le futur. Mais je ne pense pas que ce soit
la réalité pour tous les pays, chaque pays est différent. Voilà. Il y a des pays qui ont des cultures coach. La Tunisie, c'est un grand pays de coach. Il y en a d'autres, mais c'est le premier qui me vient en tête. Et puis il y a d'autres pays, c'est pas leur culture. C'est pareil aussi en Europe, en Amérique du Sud. Il n'y a pas de culture de coach brésilien, alors que les Argentins sont exceptionnels. Bien sûr. Voilà. Nous, les Français, on a mis longtemps. On a eu un sélectionneur étranger, Stéphane Kovacs, par exemple. Donc voilà, chaque pays a ses forces, ses puissances. Des fois, il y a des pays, c'est des cultures de club. D'autres, c'est des cultures d'académie, comme au Sénégal. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est un constat, et tant mieux pour l'Afrique et le foot africain. Absolument. Merci Julien de le souligner. On clôture à présent cette première partie de Canal+. On revient tout de suite. On a parlé de cette rencontre Maroc-Nigeria, on a parlé un peu des forces et des faiblesses des deux équipes. Maintenant, on va un peu plus s'attarder sur la composition attendue pour ce match de la part des Lions de l'Atlas. C'est tout de suite avec le j'y arrivais. Justement, le conseil. Ouais, Le c'est conseil, bon. Anas. C'est bon. Le conseil de Cannes+, on va évidemment parler de cette composition probable attendue pour cette rencontre de la part des Marocains, à commencer d'abord par la défense. Forcément, on est obligé de commencer par la défense. Et bon, il n'y a pas trop de changements, je pense, concernant la composition. D'abord, au niveau du gardien de but, Yacine Bounou devrait être, bien sûr, le dernier rempart. Même si on a vu, c'était Mounir El Khajoui qui était présent en conférence de presse tout à l'heure en compagnie de Walid Regragui. Mais bon, Walid Regragui n'a pas ce truc-là d'amener un joueur en conférence de presse et de le titulariser juste après. Ouais. On a vu Igamen et Aït Boudlel, exactement, l'accompagner. C'est un peu cette cohésion de groupe. On va ensuite la défense. Et là, on va un peu s'attarder sur cette défense-là. Hakimi, Aguerd, Messina, Mazraoui. Est-ce que c'est une défense qui veut commencer? Est-ce que c'est une défense qui vous apporte quand même des satisfactions, même si on n'a pas joué forcément des équipes qui viennent inquiéter cette arrière-garde marocaine? Selon moi, on joue avec les atouts qui sont les nôtres. Elle a été plutôt bonne, cette stratégie a été plutôt bonne face au Cameroun. Donc je partirais du principe qu'on prend un peu les mêmes et on recommence. Évidemment avec quelques faiblesses, avec quelques manquements au niveau de la concentration notamment à certains égards. Après moi je partirais du principe qu'il faut réitérer avec ça. Les quelques changements que je verrai, et je pense qu'on va y venir, c'est surtout au milieu de terrain qui pourront jouer de pair avec la défense. Et de toute façon ça va être inéluctable dans la rencontre qu'on aura la possibilité de regarder. Mais je pense que pour la défense, on partira un peu sur la même recette que pour le match précédent. Peut-être, Julien, un mot sur cette défense marocaine. Est-ce que vous trouvez qu'elle est assez solide un peu aujourd'hui pour faire face à des attaquants un peu ou bloquer des attaquants comme Osimhen ou Je le vous vois venir. Il y aura peut-être un déficit de vitesse, surtout si le Nigeria vous laisse un petit peu avancer et afin d'exploiter l'espace dans votre dos. Donc ça va être un petit peu le problème avec des latéraux qui vont très très haut. Vous gardez vos deux défenseurs centraux et qui seront peut-être pris de vitesse. Donc ça risque d'être le souci. Alors moi, je vais parler aussi de l'apport offensif parce que, comme je viens de le dire, vos latéraux, d'ailleurs vos trois latéraux ont donné une passe décisive, ce qui prouve quand même que dans le jeu offensif, l'importance de vos latéraux, que ce soit Salah Eddin, Mazraoui ou Hakimi, les trois ont donné une passe décisive. Je crois que vous êtes la seule équipe à avoir fait ça. Et bon, moi, le fait que Mazraoui soit droitier à gauche dans le jeu offensif, ça va être difficile parce que pour moi, il faudrait un gaucher sur ce côté gauche de manière à exploiter au maximum la largeur parce que je pense, mais je peux me tromper, mais je pense que la différence va se faire sur les côtés. C'est donc comme attaquer à 2 contre 1 les latéraux nigérians. Sur le côté droit, Brahim Diaz et Hakimi, ça va être parfait. Sur le côté gauche, si vous mettez 2 droitiers, il va y avoir une tendance à rentrer et donc un déficit de largeur. Donc ça, c'est le seul petit truc que je vois. Et c'est comme le même souci qu'on retrouve avec Aguerd et Messina, le fait d'avoir deux gauchers en termes de relance sur les premières relances, ça va beaucoup plus compliquer la chose. Même je voyais des fois Aguerd qui pouvait prendre le ballon avec le pied droit et ne laisser passer pour venir le prendre avec le pied gauche. Et c'est ça qui peut... Et ça va être ciblé dans le pressing nigérian. Absolument. Et pour parler un peu de ce milieu de terrain, on a vu un Naïl Ainaoui qui a fait un travail fantastique depuis le début de cette CAN. Aligné avec El Khennous et Saïbari à gauche. Qu'est-ce que vous en pensez, Eliane? C'est vrai que Saïbari, lors de sa dernière rencontre, a un peu rassuré quand même le public. Oui, c'est vrai qu'on vante beaucoup les mérites, en tout cas dans cette compétition du moins,
Brahim Diaz, El Kaabi, de quelques joueurs ici là, de Mazraoui aussi, qui fait une très belle compétition jusqu'alors. Mais pour moi, et c'est intime et personnel, mon véritable coup de cœur, ça restera Naïla Ainaoui, qui a fait une compétition XXL, qui a fait un match contre le Cameroun où il a quasiment clôturé le milieu de terrain camerounais à lui seul. Donc on a la chance d'avoir un joueur comme ça, en plus qui a été intégré tout récemment, en septembre ou en octobre je crois. Il faut se baser sur ces termes-là parce qu'il a la palette technique, il a un bagage, il peut aller au duel, il peut aller dans les airs, il peut tacler, il peut assister la défense. Donc c'est vrai que, à mon humble avis, un grand match de El Ainaoui sera synonyme d'un grand match de l'équipe nationale. Et encore une fois, s'il a Amrabat qui est titularisé potentiellement à ses côtés, ça lui enlèvera une certaine tâche, parce qu'on l'a vu déborder quand même à certains moments pendant le match contre le Cameroun. Donc c'est vrai si on a El Ainaoui, Amrabat et Saïbari ensuite, qui a beaucoup plus rassuré que pendant le premier match face aux Comores, on gagnera potentiellement la bataille du milieu de terrain, tout en sachant que Ndidi, le capitaine et le milieu un peu phare, la plaque tournante un peu de cette équipe du Nigeria, ne pourra pas jouer, suspendu. Donc ça créera potentiellement des brèches que le Maroc pourra exploiter. Julien, je voulais vous parler d'un joueur qu'on a vu titulaire depuis quelques matchs. Malheureusement, ce n'est pas le plan A de Walid Regragui, c'est la présence de Bilal Khanous à la place de Azdine Ounahi qui est forfait jusqu'à la fin de la compétition. Est-ce que sur les deux matchs qu'il a disputés en tant que titulaire, est-ce que vous l'avez vu rassurer quand même les supporters marocains, venir un peu combler ce manque laissé par Azdine Ounahi, ou encore il y a encore du travail à faire de la part du milieu de terrain de Stuttgart? En fait, vous avez répondu. On peut y aller, merci beaucoup. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est rassurant, mais avec évidemment du chemin à faire quand même, parce que bon. Dans quel secteur, par exemple, par rapport à Ounahi? Je ne l'ai pas assez vu jouer, mais je dirais sur la projection balle au pied, et puis tout ce qui a été la force d'Ounahi à cette Coupe du Monde, qui pour moi c'était référence, puisque même Luis Enrique avait les yeux grands ouverts devant lui. Donc il y a un petit cran en dessous, mais il y a le potentiel, oui, voilà. Mais je ne l'ai pas assez vu jouer, j'aime pas trop juger quand j'ai pas assez vu jouer, mais c'est une très bonne canne et c'est une révélation pour moi en tout cas. Moi, du peu de ce que j'ai vu de Bilal Khanous, moi, il m'a vraiment fait peur le match contre le Cameroun, où il a manqué un peu de maturité, j'ai l'impression, où il a fait 2 fautes, il était sur le point de décoper un carton rouge, et pour moi, Walid Regragui l'a sorti juste après, pour justement ne pas handicaper cette équipe marocaine, de par une erreur de Bilal Khanous. J'ai trouvé il manquait un peu de maturité pour soutenir un peu cette équipe marocaine. C'est exactement ce qu'a dit Walid Regragui en conférence de presse. C'est vrai que je pense qu'on est tous d'accord au Maroc, du moins sur la scène football, de dire que Ounahi est irremplaçable. Et je pense que c'est un des seuls joueurs dans cette équipe marocaine qui n'a pas véritablement d'équivalent dans le jeu, dans sa capacité à casser les lignes, à jouer avec audace, à jouer sans aucune pression, sans aucun stress. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de le remplacer. J'ai été, à titre personnel, un peu déçu de la première performance de Bilal Khanous, mais je l'ai trouvé très bon contre le Cameroun, parce qu'il a cette grinta qui lui permet d'aller au duel, de directement mettre le ballon vers l'avant, et il a une faculté technique qui lui permet aussi de jouer sur les côtés, d'aller chercher des fautes dans les zones un peu dangereuses du terrain. Donc aussi rassuré du niveau de Bilal Khanous. Le coach, encore une fois, l'a mentionné, mais à partir du moment où ce joueur-là joue sans pression, comme ce qu'il fait à Stuttgart, comme ce qu'il a fait pendant ces quelques matchs en Coupe du Monde, ça peut aussi apporter certaines qualités à cette équipe du Maroc. Et en plus à Stuttgart, il a peut-être un rôle un peu plus offensif qu'avec la sélection marocaine. Et offensif, d'ailleurs, ça me permet de faire la transition pour parler du trio offensif. On a parlé du trio offensif Osimhen, Lookman, Akor Adams. On va parler de celui de la sélection. Et là aussi, il ne devrait pas beaucoup changer, en tout cas selon les estimations de la presse marocaine. On parle bien entendu de Brahim Diaz, le facteur X de cette sélection marocaine depuis le début de cette CAN. 5 buts en 5 matchs. Et Julien l'avait dit en plus qu'il ouvre le score à 4 reprises sur ces 5 rencontres. À gauche, Abdessamad Zelzouli, qu'on attend peut-être un peu plus décisif dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et devant le 3e meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations, il s'agit d'Ayoub El Kaabi, monsieur retourné, monsieur bicyclette. Là aussi, Julien, je ne pense pas qu'il y aura vraiment de changement dans le trio offensif de la sélection marocaine. Je pense qu'il n'y a pas de raison. En plus, par rapport
aux qualités nigérianes ou plutôt aux défauts de leur ligne arrière. C'est exactement les joueurs qu'il vous faut, un joueur qui va fixer en défense centrale et comme je disais tout à l'heure, avec les buts qu'il a mis à El Kaabi, c'est sûr qu'il fait peur à la défense centrale. Ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir lui laisser trop de largesse. Donc ça veut dire qu'il va fixer. Et en fixant, forcément, c'est numérique. Brahim Diaz et Abdé, je préfère dire Abdé pour ne pas écorcher son nom, ils vont avoir de l'espace pour aller provoquer ces latéraux qui restent, le point faible quand même défensif des Nigérians. Donc là, pour moi, c'est parfait. Vous ne pouvez pas trouver mieux. Pour l'aspect offensif, après, sur l'aspect défensif, ça va aussi être intéressant de voir le positionnement de vos ailiers. Est-ce qu'ils vont fermer l'intérieur, ce que je pense qu'il faut faire, pour éviter donc, de trouver ce que l'on disait tout à l'heure. Ça veut dire qu'ils libéreront un petit peu les latéraux nigérians pour leur permettre de faire des passes, ce qu'on appelle des passes latérales, sur la largeur, pour éviter de trouver donc Iwobi, puis ensuite Lookman. Voilà, ça va être intéressant. Et le positionnement de El Kaabi aussi, parce que alors moi je dis le 6, mais celui qui va remplacer Ndidi, à la base du losange du milieu nigérian, comme il disait, c'est la rampe de lancement. Donc où vous situez El Kaabi, est-ce qu'il sort haut sur les défenseurs centraux ou est-ce qu'il se rapproche du 6 pour éviter cette première passe? Leur positionnement défensif va être très intéressant à voir. On verra bien. C'est vrai qu'Ayoub Kaabi, c'est un joueur qui peut faire la différence. On l'a vu, même avec une ligne des défenses vraiment solide, il peut se projeter, il peut créer la différence, il peut les mettre à mal. Et bien sûr, le but mémorable qu'on a, ça montre à quel point ce joueur vraiment n'a pas peur. Il peut se lancer à n'importe quel moment, il peut prendre des risques incroyables pour mettre à mal les équipes adverses. Et moi, c'est vraiment cette bicyclette, je l'ai en tête, où je le vois quand même faire l'appel, se déplacer pendant qu'il est en mouvement, il réalise cette retournée incroyable, Yann. Ouais, moi j'ai une petite expression bien à moi depuis le début de la compétition. Je l'appelle El Kaabi bicyclette. Parce que c'est vrai qu'il. J'avais El Kaabi Nouévé, moi. Voilà, El Kaabi Nouévé ou El Kaabi bicyclette, c'est du pareil au même. Mais c'est vrai qu'il a une faculté quand même à se créer des opportunités là où il n'y en a pas forcément, qui est fondamentale. Moi, je me suis amusé à regarder les dernières performances de cette équipe du Nigeria. Ils se font pas mal surprendre dans le dos. Sur des ballons lobés, sur des ballons où on arrive à toucher les ailiers dans les intervalles. Donc ça peut causer du tort aussi, comme l'a dit Julien, à cette équipe du Nigeria, en passant par Abdé avec sa rapidité, son explosivité, par Brahim qui sera, je pense, assez cadenassé, mais qui pourra quand même s'en sortir avec ses petits appuis à la Léo Messi. Voilà, reste à savoir comment on va agencer un peu cette armada offensive, surtout que sur le banc, on a quand même la chance d'avoir une belle palette également. On a notre R9 à nous, c'est pas pour être chauvin vis-à-vis du Maroc, mais on a notre R9 à nous, Hamza Egaman, qui aussi peut vraiment peser dans le jeu, peut vraiment peser dans cette défense. On le sait, très imposant physiquement, très rapide, très bon dans les petits espaces. Donc à lui seul, je pense qu'il peut poser quelques soucis à cette défense nigériane. Mais après, quand on a un Calvin Bassé qui fait plus d'1m91, ça reste à relativiser. Mais je pense qu'on a quelques armes et quelques cartes à jouer. Alors on va passer à la dernière partie de Cannes+, une partie très attendue, une rubrique plutôt attendue par nos téléspectateurs. Tout de suite, les pronostics. Et pronostic, on va commencer par la première demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations opposant le Sénégal à l'Égypte ce soir à 18h au Grand Stade de Tanger. Je vais vous demander à chacun de prendre vos ardoises et de marquer pour vous le score final de cette demi-finale. Étant donné que je me suis pas mal trompé, je vais éviter de prendre mon ardoise cette fois. Je crois que moi aussi, je vais m'abstenir. Les téléspectateurs n'attendaient pas que je me trompe. On va laisser Iliane et Julien. Allez-y, Julien. Montrez vos ardoises. Montrez votre ardoise. Allez-y, le verdict. Je suis un peu incomplet. Moi, je suis sur 2-2 et que le meilleur gagne au tir au but. Non, il faut se mouiller. Non, il faudra se mouiller, Julien. Non, je suis pas d'accord. Non, il faut donner un gagnant. Alors, je dirais Égypte au tir au but. Égypte au tir au but. Allez, on part sur ça. J'ai l'impression qu'il y a des tirs au but aussi. Le destin est fabuleux et je vous promets qu'on n'a pas triché. On ne s'est pas concerté. Je pense que c'est aussi le poids du destin qui va être en jeu, parce que c'est vrai qu'on se rappelle la séance de penalty en 2022 où les hommes de Sadio Mané avaient totalement étaient venus à bout de l'équipe de Mohamed Salah. Je pense qu'on va être un peu sur le même scénario, ou du moins on ira aux prolongations, et je pense aussi que le Sénégal l'emportera pour ce match.
Vraiment, deux avis différents. Moi aussi, j'avais donné Égypte. Anas, vous avez donné? Moi j'avais donné Égypte au début, mais c'était pour la psychologie inversée parce que je voulais voir le Sénégal gagner. Donc finalement je donne 2-1 Sénégal, moi de mon côté. D'accord. Donc voilà, on est à deux partout sur ce plateau. Ouais. Alors Anas, on va passer à l'autre pronostic. On va passer au deuxième match. Là aussi, je pense que c'est le match attendu quand même par les Marocains. Nigeria-Maroc, match prévu à 21h au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Et encore une fois, on veut Et voir Julien, votre je ne veux pas pronostic. voir un 2-2 non plus. Hein. Ah bon, donc je peux mettre 3-3 alors. Sinon, il ne fallait pas effacer. Ça passe 3-3. Du spectacle. C'est très très dur. Hein. Allez, ça va aller. Voilà. Ça. Allez-y, Iliane. Allons-y. Levez vos Levez ardoises. vos Je voulais aussi ardoises. tenter la technique de la psychologie inversée, mais je me suis dit on va rester dans les classiques. Le Maroc, et je vais voilà, tenter un petit truc. Je pense que El Ainaoui sera soit passeur décisif, soit buteur. Oh. Et on ok. ressortira la capsule. On va garder ça. Ouais. On va la garder pour après. Alors Julien est très. Oui, hésitant. alors écoute, j'ai Il est quand mis même- le 3-3. Il est quand même parti au 3. C'est bon. Ah, Oui, 3 oui, oui, partout. mais en vrai, je pense plutôt 2-2. Ah, pour moi, Je dirais- on va mettre le même score. Oui, oui, non, mais bon, le Nigeria marque beaucoup de buts et puis selon le scénario, je vois bien le Maroc revenir. Voilà. Donc, et puis après, je vous mets au tir au but par rapport à l'accueil, l'hospitalité. Ah, écoutez, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Mais je ne fais jamais de pronostic. Hein. Hein c'est comme quand on J'espère que essaie vous de nouveaux porterez chance. exercices. Inch'Allah. 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 Juste avant de finir cette émission, il y avait un petit mot qui voulait être adressé par Iliane. Vous voulez nous parler un peu de votre média en quelques secondes, parce qu'on est à la fin de cette émission. Vous voulez nous parler de TFT Morocco. Vous avez dit que c'était le média de la diaspora marocaine. Parlez-nous un peu de TFT Morocco. Exactement, et merci beaucoup pour cette passe décisive, en espérant que ça nous porte chance. Oui, exactement. Enfin, nous, quand on a eu l'initiative de TFT Morocco il y a de ça maintenant 3 ans, on a eu la volonté de créer un média jeune, dynamique, qui parlait par et pour la diaspora marocaine présente à travers le monde, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs au-delà du continent européen. Ce qu'on essaie de faire, c'est, avec la positivité qui est la nôtre, véhiculer les valeurs marocaines, mettre en avant notre héritage et surtout valoriser la jeunesse, peu importe les domaines d'activité, que ce soit à travers le sport, la politique, la diplomatie, la culture. Aujourd'hui, on est plus de 3 millions et c'est aussi grâce à vous. Donc merci beaucoup de nous avoir invités, de nous avoir donné la possibilité de mettre en avant ce petit projet qu'on a créé et qu'on essaye de véhiculer avec le temps. En tout cas, le projet il est réussi puisque vous êtes présent avec nous sur le plateau de Campus. Donc Et merci. Et il d'avoir faut le accepté. dire, TFT fait du très bon travail sur les réseaux sociaux. Ils sont très présents, on les voit depuis plusieurs années maintenant. Donc merci beaucoup, Iliane. Merci à vous. Et merci également à Julien Ahmet, vous êtes ex-sélectionneur du Djibouti. Merci Merci beaucoup. de nous avoir fait plaisir. Et d'avoir fait votre premier sur le pronostic, votre première fois sur le pronostic, Ah oui, ça me oui. fait plaisir. Premier pronostic, oui. Là, Voilà. Eh bien écoutez, on donne rendez-vous à nos téléspectateurs demain à 13h30 pour un nouvel épisode de Cannes+, pour parler encore plus de foot, de football et et de de foot. football. De football, c'est Ouais, c'est entre les deux.